Salut, bonjour à tous, très bon réveil du jeudi à chacun et à tous et bienvenue sur Canal 3 Bénin, c'est l'heure de l'info et du débat sur Actu Matin, merci d'être avec nous. Nous aurons ce matin à parler de ce vaste programme de volontariat que porte la Fondation MTN Bénin. Si vous êtes jeune, préparez-vous à recevoir des formations dans plusieurs secteurs d'activité pour devenir auto-entrepreneur. Le programme est ouvert à 1 millier de jeunes. Nous aurons les précisions avec le directeur général de la Fondation MTN Bénin. Il est notre invité ce matin. Restez avec nous. Dans l'actualité, la gestion des fonds Covid et la polémique autour, polémique née après la publication du rapport provisoire de la Cour des comptes qui fait cas d'un important montant de 385 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées. Le ministre des Finances, Romuald Wardini, était en conférence de presse hier. Il précise qu'il n'y a aucune anomalie et que le gouvernement n'a rien à cacher de sa gestion des fonds. À suivre avec nous la une des journaux, le mini-journal sur cette actualité associée à d'autres, en l'occurrence les décisions du Conseil des ministres d'hier mercredi, décision qui allège les mesures de restriction Covid pour les voyageurs à l'entrée sur le territoire béninois. Plus de contrôle aux frontières ni à l'aéroport de Cotonou. Aussi, le gouvernement décide de créer une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. La cellule sera installée à la présidence de la République. Il faut retenir que ses membres ont été nommés déjà hier en Conseil des ministres. On fera le point de tout ceci dans notre matinale. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur Actu Matin. Voici la météo. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, les informations à la une des parutions du jour dans un petit instant, mais avant les titres du bulletin matinal que nous aurons juste après avec William Cliquant. Tout se dessine pour une élection crédible et transparente à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. La Direction générale des élections appuie désormais le comité d'organisation des élections professionnelles de juillet prochain. Un accord conclu hier à Cotonou grâce
grâce à un mémorandum d'entente signé entre les deux parties. Les précisions à suivre. Toujours avec les artisans, retenez qu'ils comprennent en bon nombre le bien fondé de la nouvelle réglementation de l'émission de bruit au Bénin, des professionnels de métier à l'origine de la pollution sonore, dont le décret d'encadrement a été actualisé par le gouvernement, sont conscients des nuisances causées aux populations à certaines heures de la journée, mais ils craignent aussi les cas d'urgence. Vous les entendrez. Allez, les informations à la une des parutions du jour. Chez vous, ce sera la une des journaux. On va démarrer par le quotidien Fraternité que vous verrez affiché. Voilà, justement, cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin. Le gouvernement met en place l'instrument de surveillance des secrétaires exécutifs. Les membres permanents de la cellule nommés à la présidence. Le relevé du Conseil des ministres est publié ce matin. Et puis, on parle également de la gestion des fonds Covid-19. Le gouvernement est dans la transparence. Le rapport définitif de la Cour des comptes confirme l'absence d'anomalies. Et puis, riposte à la Covid-19, les formalités d'entrée au Bénin allégées. La vaccination est toujours de mise. Le journal Le Matinal, polémique autour de la gestion des fonds Covid, la Cour des comptes réagit. Romuald Wadaini et Benjamin Hunkpati relèvent des irrégularités, puis allègement des mesures anti-Covid, plus de tests Covid pour entrer sur le territoire béninois. Et puis, une note de politique, concertation à la Sénat au sujet des législatives mardi dernier. Eratum, le BR était bel et bien représenté. La Nation, gestion des fonds Covid, les conclusions du rapport définitif sont publiées en page 5 du journal. Et puis, lutte contre la cherté de la vie, les prix du ciment fixés par commune. Matin libre à présent, audit des fonds Covid-19, la Cour des comptes a actualisé le rapport polémique et puis le gouvernement s'est réjoui mais émet toutefois des réserves. Formalisation d'un cadre d'échange, Soglo, Yahi, bientôt réunis. C'est la grosse interrogation du journal ce matin qui nous offre à lire son analyse en page 2. L'autre défi du chef de l'État, Patrice Talon, est également précisé. On change de sujet avec le journal L'autre Vision qui nous parle du baccalauréat, session de juin 2022 qui va se dérouler à partir de lundi prochain. 77 416 candidats sont attendus lundi prochain. Un taux de régression de 6,66% est enregistré. Et puis, retombée des rencontres cycliques entre Patrice Talon, Boliaï et Nicéphore Soglo, des détenus poursuivis pour atteinte à la sûreté ont recouvré leur liberté. Ferdinand Kombetti et autres sont libérés. Et puis, allègement des mesures d'entrée au Bénin dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19. Le test n'est plus obligatoire pour entrer sur le territoire béninois. Et on va boucler avec le quotidien L'événement du jour qui nous rappelle que le gouvernement allège les mesures d'entrée au Bénin par rapport à la pandémie Covid-19 et puis programmation budgétaire et économique 2023-2026. La promotion des secteurs à fort potentiel est une priorité. Préparation des législatives de 2023 au Conseil électoral. Le niveau d'exécution du chronogramme des élections est présenté aux partis politiques. Voilà ce qu'on peut retenir des gros titres de la presse ce matin au forum de discussion. On reviendra sur certains sujets qui font l'actualité avec les débatteurs de la rédaction de Canal 3 Bénin. Et puis, dans la suite, en fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Narcisse Alosset qui s'affaire déjà pour nous depuis 6 heures. Merci de votre fidélité. William Clément, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Et bienvenue. On aura le mini-journal avec vous. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire.
C'est un moment décisif, il contre-attaque et nouveau but. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livre au gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Nous vous renvoyons ce matin au dimanche 24 juillet 2022. Les artisans à cette date, les artisans de différentes branches seront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Dans ce cadre, le comité d'organisation du scrutin a commencé à dérouler son calendrier électoral. Le président du comité et le directeur général des élections de la Sénat ont signé un mémorandum d'entente hier. C'est pour bénéficier de l'appui technique de la Commission électorale nationale autonome pour des élections réussies. Idrissou Boukari pour les précisions. Après la convocation du corps électoral en Conseil des ministres le mercredi 1er juin 2022, c'est la course contre la montre au niveau du comité d'organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ce mercredi 15 juin, ce comité et la Commission électorale nationale autonome signent un mémorandum d'entente, un acte formel de collaboration pour des opérations électorales transparentes. Le rôle de la Sénat est bien précis dans ce processus électoral. C'est la Sénat qui nous aide à apprécier les listes électorales, à juger de la fiabilité des listes électorales. C'est la Sénat qui nous aide à recevoir les candidatures. C'est la Sénat qui apprécie les candidatures à accepter et à invalider avec nous. Et enfin, c'est la Sénat qui suit le processus de bout en bout, déploiement du matériel, formation des agents électoraux pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions. C'est donc le début de la collaboration entre la Sénat et le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les élections auront lieu le dimanche 24 juillet prochain avec environ 5000 artisans électeurs. La Sénat, tout en ayant déjà la tête dans 2023, à 7 mois des élections législatives, se montre disponible pour accompagner le comité d'organisation. Mais comme on dit, Dieu sait bien faire les choses. Et ce que Dieu a fait en cette matière-là, c'est que la période qui correspond à la préparation de l'élection de la Chambre des métiers de l'artisanat est coïncidé avec un trou qu'il y avait dans notre organigramme de travail, dans notre programme de travail, où nous n'avions pas d'activité contraignante qui nous empêchait de travailler. De sorte que tous les cadres qui ont été désignés pour faire partie de ce comité, je crois qu'ils sont au nombre de 10, sont donc mis à l'œuvre depuis ce jour-là pour travailler, en espérant, bien sûr, que ce qui fait le nerf de la guerre viendrait au moment opportun pour pouvoir maintenant faire des grands pas et réaliser ce qu'il y a réalisé. 80 membres vont composer cette première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À travers la signature de ce mémorandum d'entente, la Sénat apporte son expertise au comité d'organisation afin qu'au soir du 24 juillet 2022, le Bénin puisse disposer d'une chambre des métiers représentative pouvant œuvrer pour le rayonnement du secteur de l'artisanat. Parlons à présent de cette polémique autour de la gestion faite par le gouvernement du fonds Covid. Il faut préciser que cette gestion ne souffre d'aucune anomalie ni d'ambiguïté. William Clécan. C'est ce qu'il faut retenir, Christian Adonledjan, de la conférence de presse animée hier par 2 membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé, qui sont revenus sur les écarts qui ont pu être notés dans les premières pages du rapport provisoire, des irrégularités justifiées et confirmées dans le reste du travail par la Cour des comptes, la juridiction compétente saisie d'une requête du gouvernement pour auditer sur la gestion de ces fonds dans un souci de transparence. Présent hier mercredi au ministère des Finances, Herman Nyamboussou et Elvis Tonoukouin nous font ici le point.
C'est un exercice à valeur de clarification sur ce qu'il convient d'appeler attaque infondée et injustifiée au sujet de la gestion faite par le gouvernement du fonds Covid-19. Qu'est-ce qui explique l'écart dans le même rapport de la Cour, en page 15, où ils ont dit le montant total des dépenses, 453 milliards 564 millions de francs, et en page 46, 317. Mais la raison est toute simple. 2 conférenciers pour faire la lumière et toute la lumière sur les variations de chiffres à l'origine de cette cabale. Ce montant de 453 milliards correspondait à l'estimation des dépenses que nous pensons que tous les sectoriels impliqués allaient faire. Donc, dans ces montants-là, il y avait des montants déjà exécutés et il y avait des prévisions de dépenses à venir. Le 22 février 2022, nous avons transmis maintenant à la Cour des comptes les éléments d'appréciation des dépenses effectivement réalisées au 31. Donc, il n'y a plus d'estimation. Je voudrais insister sur le fait que dans la démarche que le gouvernement a entreprendre, dès qu'un réactif apparaissait et était concluant, validé par l'OMS, nous nous positionnons dessus. Avec l'accompagnement et la validation des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous avons lancé, dès qu'un réactif est apparu, nous avons lancé l'acquisition automatiquement. Et en matière de réactifs, il faut savoir qu'il y a la qualité des réactifs et le nom des laboratoires. L'approche de la Cour des comptes, toute particulière, a contribué à nourrir cette polémique avec à la clé des recommandations pas forcément partagées. La Cour en matière de procédure nous dit qu'on aurait dû avoir une planification budgétaire des achats qu'on va faire dans le cadre de la Covid en 2021, considérant qu'à partir du moment où la crise a duré plusieurs mois, on devait faire. Mais même à l'heure où je vous parle, qui peut dire s'il n'y aura pas un variant demain? Qui peut prévoir la sévérité, la dureté de cette crise? Face à une crise de l'envergure de la Covid-19, le gouvernement avait l'obligation d'engager des mesures urgentes pour la survie des populations et la riposte appropriée. Et dans le contexte, des pays ont fermé les verrous et ont demandé à ce que leur territoire soit d'abord totalement approvisionné avant que le laboratoire ne puisse exporter ces réactifs. C'est cela qui justifie que certains laboratoires ont dû livrer malgré eux, au-delà des délais. On se réjouit quand même aujourd'hui qu'en allant jusqu'au bout, en donnant tout, la Cour quand même conclut aujourd'hui qu'elle n'a pas détecté d'anomalie. Disons-nous la vérité, ce qui est recherché, et nous, ce que nous recherchions, nous, gouvernement, nous-mêmes, c'est de s'assurer que personne dans la chaîne de dépenses publiques n'a fait de fausses facturations ou des actes anormaux. Cette démarche du gouvernement engagée dans une logique de transparence justifie la rencontre avec les hommes des médias ce mercredi, jour du Conseil des ministres. Le rapport définitif de la Cour des comptes est déjà disponible. Quant aux réclamations diverses formulées par certains bénéficiaires, le gouvernement rassure du traitement diligent pour une réponse rapide et efficace. On va rester avec les membres de l'exécutif, puisque tous les 16 juin de l'année, le Bénin, à l'instar des autres pays de notre continent, célèbre la journée africaine de l'enfant, ou la journée de l'enfant africain plus précisément. Le thème retenu pour cette 32e édition est l'élimination des pratiques affectant les enfants. Eh bien, progrès sur les politiques et les pratiques depuis l'année 2013. En attendant, les manifestations officielles prévues au cours de cette journée de jeudi, Véronique Tony Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a livré son message au peuple béninois. On va suivre un extrait de sa déclaration. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, 16 juin 2022, le Bénin, notre pays, célébrera, à l'instar de la communauté internationale, la 32e journée de l'enfant africain. Le thème de cette 32e édition est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de la JEA en 2022 afin de faire le point sur ce qui a été fait en matière d'adoption, de politique et de pratiques pour éliminer efficacement les pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique. C'est donc l'occasion pour les gouvernements et les autres secteurs, les autres acteurs, de marquer un arrêt stratégique sans pour autant arrêter les actions
afin d'analyser les avancées pour de meilleures projections dans le futur. Il est mis en place la ligne d'assistance aux enfants, le 138, pour la dénonciation des abus et maltraitances à l'encontre des enfants. C'est également le lieu de rappeler à la population béninoise notre appel lancé pour une déclaration systématique à l'état civil des enfants abandonnés et dont les géniteurs sont introuvables. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, les pratiques néfastes privent les enfants, en particulier les filles, de leur enfance, de leur possibilité de déterminer leur avenir et menacent le bien-être des individus, des familles et des sociétés. À l'occasion de la célébration de cette 32e édition dans notre pays, les manifestations officielles se dérouleront en différé le 23 juin 2022 dans la commune d'Ifanyi. Je voudrais enfin, à l'occasion de cette célébration, inviter chaque acteur de protection de l'enfant à communiquer avec les populations sur la nécessité d'abandonner ces pratiques au regard des conséquences néfastes sur nos enfants. À l'instant, Véronique Tony-Follet-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, sur la journée de l'enfant africain. Venons-en à cet atelier de formation et de présentation en matière de partage de stratégie de la mise en œuvre du procès, entendez, projet de sédentarisation des troupeaux ruminants au Bénin. Ce projet, lancé il y a quelques mois seulement, vise à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. À Boïkon, dans le Zou, les acteurs impliqués dans le projet au sud du Bénin et d'autres parties prenantes de ce programme ont échangé sur le contenu du projet. L'atelier, en bref, ici avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon de notre bureau régional Zoukoli. L'atelier regroupe des cadres et acteurs provenant du sud du pays. Ils interviennent tous dans la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. Capitale, les assises s'inscrivent dans la droite ligne des diverses actions prévues en vue de la réussite du projet. Elles font suite à l'atelier d'internalisation et d'appropriation des documents du procès. Un rendez-vous qui a permis aux participants de mieux comprendre leur mission en plus de la stratégie de mise en œuvre des actions dont ils sont responsables en collaboration avec les autres parties prenantes, toujours à cette rencontre de novembre 2021. Il a alors été convenu d'élaborer un document de stratégie de mise en œuvre du projet pour permettre aux cadres d'asseoir une méthodologie adéquate et de décrire l'opérationnalisation des différentes activités et les synergies d'action qu'il peut y avoir entre ces activités. Le document de la stratégie de mise en œuvre du projet rendu disponible, il a alors été jugé opportun de partager ce document avec les différentes parties prenantes. C'est ceci qui justifie la tenue de la présente rencontre. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux acteurs du développement local que nous sommes de nous approprier l'approche d'intervention du projet PROCER et surtout de prendre notre part de responsabilité dans la mise en œuvre efficace de ce défi qui est un défi commun. Démarré ce mardi, le rassemblement de Boïkon va durer 3 jours. La retraite a pour objectif de présenter et de partager le contenu du projet, la stratégie de mise en œuvre proposée et son opérationnalisation avec les parties prenantes. La démarche va permettre aux différents acteurs de jouer convenablement leur partition, toute chose qui permettra d'instaurer une synergie d'action. Nous aurons de façon spécifique à partager la stratégie de mise en œuvre du projet, identifier les éventuelles contraintes, discuter des propositions faites ensemble en vue de la pérennisation des actions à travers les outils de suivi-évaluation et enfin présenter les grandes lignes, plan de travail annuel budgétisé 2022. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin vient à point nommé pour contribuer à créer un cadre sécurisé, apaisé et propice à la pratique de l'élevage, tout en assumant la mutation vers les normes requises en la matière. Financé par le gouvernement du Bénin et la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, le procès s'inscrit dans la dynamique de limitation des mouvements des animaux afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'idée vise également à garantir l'accès des troupeaux aux ressources pastorales telles que l'eau et le fourrage en toute période de l'année. Après l'étape de Boïkon, le même atelier sera organisé à Parakou au profit des acteurs du septentrion impliqués dans le projet. Depuis le 25 mai dernier, le décret sur la réglementation
du bruit au Bénin a été actualisé par le gouvernement. Les nouvelles dispositions suscitent diverses réactions chez les professionnels d'activités génératrices de revenus et contraignantes à l'émission du bruit. Ils sont bien conscients de la nécessité de cette régularisation, mais ils plaident aussi allègement. Reportage. Plus personne n'a le droit d'émettre du bruit au-delà de 70 décibels à l'intérieur des édifices et 60 décibels dans les zones agglomérées. Par ces nouvelles dispositions mettant à jour la mesure de réglementation de l'émission du bruit au Bénin, le gouvernement vise à réguler la pollution sonore. Les causes sont claires, les plaintes sont nombreuses et les acteurs les comprennent. Les voisins, ceux qui peut-être sont en réunion chez eux ou bien ils sont indisposés, les bruits de nos machines les gênent. Mais nous sommes obligés de faire avec. Beaucoup se plaignent, mais l'État a jugé bon aussi de mettre les autres dans leur jargon, de se reposer un temps soit peu avant de pouvoir reprendre leur boulot. Donc il est normal que nous acceptions cela à l'État. C'est un bon décret parce que sachant bien que la pollution sonore crée beaucoup de dégâts du côté de la santé, surtout de la population. Voilà, donc ce qui fait que nous avons juste tout de suite opté pour la décision du gouvernement. Ces exigences ne consolident qu'une habitude pour certains qui respectent déjà ces normes depuis toujours avec le décret d'août 2001 portant réglementation du bruit. On avait déjà l'habitude de respecter cette réglementation, donc on a juste continué dans le même sens, c'est ça. L'interdiction de certaines heures de travail, 13h à 15h et de 22h à 6h pour les jours ouvrables et 20h à 10h pour les jours de repos, n'est pas sans conséquence sur certaines activités professionnelles menées. Parfois, nous sentons que c'est un blocage pour nous, puisque parfois il y a des délais de livraison qui nous prennent sur le terrain ou deux chantiers en cours et nous permettraient plus d'accéder à 2h, 2h30 de repos. Quand il y a des commandes, nous sommes obligés de revoir nos copies autrement ou d'augmenter des personnels pour se faire gagner du temps que de chercher à faire avec l'effectif qu'on a au début. Dans notre secteur d'activité, la pression est déjà à un certain niveau. Cette nouvelle réglementation en rajoute. Je prie donc le gouvernement de nous alléger la tâche pour nous permettre de souffler. L'application effective de cette nouvelle réglementation est le seul gage pour les artisans d'échapper à la répression prévue pour démarrer dans quelques mois. Les points focaux des radios membres de la FERCAB, entendent les fédérations des radios communautaires et assimilées du Bénin, suivent un atelier de recyclage présentement. Cette session intervient quelques mois seulement après l'expérimentation du système manuel de suivi-évaluation de la fêtière. Elle vient en complément à une première formation organisée. Il faut dire aussi qu'ils vont être recyclés sur quelques notions clés, notamment les techniques de calcul de taux d'exécution physique et financière, ainsi que les indicateurs du programme de redevabilité. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. La formation est organisée au profit du chargé de suivi-évaluation ainsi que les points focaux des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Elle sera l'occasion de les recycler sur quelques notions clés, à savoir les techniques de calcul des taux d'exécution physique et financière, puis les indicateurs du programme redevabilité. Ce recyclage sera fait à la faveur de cet atelier de 2 jours, animé par le consultant Tatius Babadjiou et le chargé de suivi évaluation du programme de redevabilité, M. Mako Kokoé. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, avec l'appui de la coopération suisse, a saisi l'opportunité du PA complémentaire du second semestre 2020 pour commanditer la mise en place d'un système et d'un manuel de suivi, évaluation et capitalisation efficace, articulé autour du plan stratégique quinquennal qui vient à terme le 31 décembre prochain, et des activités du programme redevabilité. Ce manuel de suivi-évaluation à l'usage du personnel et des partenaires de la FERCAB inclut une description des indicateurs et de leur mode de calcul, fixant les rôles des partenaires et les modalités de fonctionnement du système de suivi-évaluation.
Un plan de suivi, évaluation adapté aux réalités du terrain pour la mise en œuvre efficace et performante du programme et des canevas simplifiés pour les rapports périodiques aux différents niveaux de la chaîne des acteurs pour les besoins de suivi et évaluation. Une relation entre le suivi technique, le suivi financier et les décaissements du projet. Composante essentielle de la bonne gestion et de la redevabilité interne et envers les parties prenantes, le dispositif de suivi et évaluation permet de juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats. Au cours de cette session de recyclage, il s'agit entre autres de faire connaître aux participants les indicateurs du programme redevabilité, leur mode de calcul et les techniques d'interprétation. Les échanges vont également leur permettre d'internaliser la notion d'indicateur, ses avantages et son importance pour une activité dans un programme annuel. Les assises vont aussi conduire à amener l'assistance à avoir l'aptitude de formuler le ou les indicateurs performants des activités ou actions d'un programme annuel. Je voudrais, en ma qualité de président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, souhaiter que cette session de recyclage soit profitable à la fêtière et à ses 39 radios membres dans l'atteinte de nos objectifs et pour le bonheur de nos différents partenaires afin de continuer à mériter leur confiance. L'atelier de recyclage va durer 2 jours. Il a pu être organisé grâce à l'appui financier de la coopération suisse dans le cadre du programme redevabilité. Pour ces assises, la FERCAB a aussi bénéficié de l'accompagnement technique de GFA Consulting Group. C'est tout pour le mini-journal de ce jeudi. Merci beaucoup. Merci à vous, William Cliquant. Très bonne journée. Merci. Du jeudi. Vous restez avec nous dans la suite de ce rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin Actu Matin. Nous aurons juste après le journal des sports de Ali Moumouni, un entretien avec le directeur général de la Fondation MTN Bénin, Jean-Claude Akogbeto, sera avec nous pour nous parler de ce vaste programme de volontariat de la Fondation MTN Bénin. Il s'agit du programme 21 Days of Yellow Care. Il nous apportera des précisions sur ce que veut faire MTN Bénin au profit d'un millier de jeunes. Restez donc avec nous au forum de discussion. On reviendra sur des sujets d'actualité, notamment les législatives de 2023 avec la Commission électorale nationale autonome qui a actionné sa machine et qui la dernière fois a échangé avec les partis politiques. On parlera également de la gestion des communes avec la création à la présidence de la République d'une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. On parle donc du gouvernement qui met désormais en place un instrument pour surveiller les secrétaires exécutifs des communes dans leurs fonctions. Et puis la gestion des fonds Covid avec la polémique autour d'un montant de 385 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'il y a eu des corrections apportées aux documents par la Cour des comptes, mais hier nous avons entendu le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé, Benjamin Hunkpating, dans une conférence de presse. On dira un mot là-dessus en plateau ce matin. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, c'est le journal des sports sur Actu Matin. Bonjour Ali. Bonjour Christian, bonjour à tous. On va parler du sport au Bénin avec le football. AS Takounais, vainqueur de la Ligue Pro Suite. Oui Christian, donc pour cette deuxième édition, donc c'est l'association sportive Takounais de Kandi qui s'impose donc dans cette compétition, la Ligue Pro Suite, équivalent, si on peut le dire de cette façon, de la deuxième division du Bénin. Donc cette équipe était face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Hier, c'était donc du côté du stade d'Aplahoui. AS Takounais s'est imposé à l'arrivée sur le score de 2-0. Vous pouvez le voir sur les images juste à la fin, la célébration des joueurs de Kandi qui étaient, je dirais, emportés par l'euphorie, bien sûr, de cette victoire hier donc face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Christian, terminus donc pour cette compétition. Et la suite ce matin? Oui, on va parler bien sûr de la Ligue Pro. On le savait déjà après la 23e journée, donc l'avant-dernière journée, que c'est bien sûr l'équipe de Coton FC qui est champion du Bénin. Et cette équipe, ce club remporte donc officiellement depuis hier donc la compétition, la Ligue, la Super Ligue Pro du Bénin. Mais il y avait donc une autre bataille après la victoire donc de Coton FC. C'était donc pour retrouver donc l'équipe qui pourra se qualifier pour la Coupe CAF entre les Buffles, Lotto FC, AS Vaux ou encore Espoir FC de Savalou. C'est donc les Buffles qui ont pu tirer, si je peux le dire, leur épingle de jeu. Les Buffles se sont imposés hier à domicile à la réception de la jeunesse sportive de Pobet sur le score de 2-0. 3 des équipes en course pour cette deuxième place ont pu enregistrer un succès. Après les Buffles, Espoir FC également s'est imposé à son adversaire. C'était donc à Coton, champion en titre désormais, 1-0 pour Espoir FC. Mais cela n'a pas suffi à cette formation de valider son billet pour la deuxième place. Lotto également s'est imposé à Adidja 1-0 à l'arrivée, contrairement à AS Vaux qui s'est incliné 3-2 face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Là aussi, c'était une autre bataille pour échapper à la relégation. L'Union sportive des Cavaliers de Niki qui, grâce à cette victoire, s'éloigne, je dirais, de la relégation. Éternel Omnisport, de son côté, malgré sa victoire 1-0, n'a pas pu échapper à la relégation. Éternel, donc, reste avant-dernier dans cette compétition. On reviendra sur le classement tout à l'heure. La suite des autres rencontres, il y a bien sûr Dynamo d'Abomey qui s'est imposé 1-0 face à AS Cotonou et Ayema qui prend aussi le dessus sur les Panthères de Djougou 1-0 à l'arrivée. Le classement se présente comme suit. Coton FC leader, on le sait déjà, vainqueur de la Super League Pro. Les Buffles s'en suivent donc avec 47 points et plus un goal average de plus 19. Lotto 3e avec 47 points. Espoir FC 4e avec 46 points. Et puis pour finir, AS Vaux 5e avec 43 points plus un goal average de plus 15. Au niveau de la deuxième partie du tableau, on a donc Dadje qui est 9e avec 32 points. Et en bas du classement, on a donc Union sportive des Cavaliers de Niki qui échappe à la relégation. Donc 14e avec 21 points. Un point d'écart seulement entre cette équipe et puis le club de Éternel Omnisport qui totalise 20 points plus un goal average de moins 13. Éternel Omnisport et Adjidja, donc les deux équipes qui seront relégués si donc cette formule de compétition Super Ligue Pro et Ligue Pro Suite ne revient pas la saison prochaine. On attend donc, Christian, la décision des dirigeants de l'instance de la fêtière du football béninoise. Voilà. Ce sera tout. Vous avez d'autres informations à partager avec nous? On fait un tour du côté de Cape Town. Bien sûr, c'est au Ghana où se dispute cette compétition, le tournoi UFOA B des moins de 17 ans. Le Bénin donc était
en compétition hier face au Burkina Faso pour la deuxième journée de cette compétition de l'UFOAB qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie d'âge. Hier, donc, le Bénin s'est incliné. Sur les images, vous le verrez, bien sûr, ce sont les Burkinabés qui ouvrent le score, Christian, déjà à partir de la 12e minute et prennent l'avance dans cette compétition. Mais les écureuils du Bénin, les poulains de Urbain Renfort vont réussir à revenir au score, Christian, sur une très belle action. Les Béninois vont revenir au score et donc égaliser à l'arrivée. Et puis voilà, c'est voilà, vous le voyez, cette action individuelle, il arrive à éliminer un défenseur et seul, il trouvait en profondeur, il élimine le gardien et voilà, l'égalisation du Bénin. Mais dans la deuxième mi-temps, les Burkinabés vont bénéficier d'un penalty, toujours discutable bien sûr. On le sait comment ça se discute ici. Voilà, vous voyez le penalty sur cette action. L'arbitre l'a sifflé, concédé donc, et le Bénin qui encaisse le deuxième but sur ce penalty et s'incline donc à l'arrivée sur le score de 2-1 face aux étalons du Burkina Faso. Mais avant, on a le tableau des différents résultats. La Côte d'Ivoire a laminé son adversaire, c'était donc le Niger dans ce groupe B sur le score de 6-0. Le tableau, vous le verrez tout à l'heure sur vos écrans. La Côte d'Ivoire donc enregistre son premier succès dans cette compétition et c'est donc face au Niger. Niger donc qui compte 0 points au classement général. Vous verrez le tableau tout à l'heure. Burkina Faso leader avec 6 points après ces deux premières victoires, suivi donc de la Côte d'Ivoire qui grâce à son goal average prend l'avance sur le Bénin qui compte seulement 3 points ici comme la Côte d'Ivoire, mais avec un différentiel de goal égal à 0. Voilà, le Niger est donc dernier de ce groupe avec 7 points. Christian, la suite c'est demain. Toutes les équipes, le reste des équipes vont au plancher donc demain pour la 3e journée et les écureuils seront donc face à l'équipe du Niger. Décidément, ils auront besoin d'une victoire et avec un écart important de marque pour donc éviter les calculs d'épicier et donc espérer que la Côte d'Ivoire, en gagnant ou pas, le Burkina Faso ne pourra donc pas prendre l'avance sur les écureuils. Christian, c'était le sport. C'était le sport avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. Très bonne journée du jeudi. Eh bien, je vous parlais donc de cette initiative de MTN Bénin. On va retrouver le directeur général de la fondation MTN Bénin, Jean-Claude Akogbeto, qui est notre invité ce matin pour nous parler de ce programme 21 Days of Yellow Care. C'est un vaste programme de volontariat qui est ainsi lancé. Les précisions à suivre. Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Lidras ONG et ATDA 4. Au programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière, entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le volet. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois.
Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin, le plateau invité. Nous recevons Jean-Claude Akobeto. Bonjour. Bonjour, monsieur Analédian. Vous êtes directeur général de la Fondation MTN Bénin. Bienvenue sur Actu Matin. Oui, votre Fondation MTN Bénin et l'ensemble du personnel participe à l'édition 2022 d'un programme appelé Programme de volontariat et plus précisément dénommé 21 Days of Yellow Care. De quoi s'agit-il? Merci, monsieur Adanidian. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. C'est un plaisir d'être ici. Oui. Et surtout de venir parler d'un programme qui est un programme cher au groupe MTN. Oui. Nous avons été orphelins de ce programme-là les 2 dernières années. Oui. La raison est bien connue. Pour la Covid. Oui. Et c'est vraiment avec plaisir que nous renouons avec ce programme. De quoi il s'agit? Oui. Il s'agit pour le groupe MTN tous les ans, pendant 21 jours, de s'arrêter, de se poser et de parler avec les communautés que nous servons. C'est vrai que nous venons donner de la connexion aux communautés, mais nous aimons nous arrêter pendant 21 jours chaque année pour que le personnel, à titre personnel, en dehors de la fondation MTN, que l'ensemble du personnel donne de sa personne, de son argent, de son temps auprès de la communauté pour des actions sociales. Et c'est pour ça que le programme s'est dénommé 21 Days of Yellow Care. C'est 21 jours, si vous voulez, de prise en charge par la famille jaune. Cette année, le programme a voulu, puisque nous sortons de la Covid, le thème global, c'est donner aux jeunes la capacité de faire ce qu'on appelle en anglais le economic recovery, c'est-à-dire revenir sur la question financière et retrouver une certaine stabilité. Nous savons que beaucoup d'entre nos frères se sont retrouvés en difficulté à cause de la Covid et nous accompagnons ainsi tout le travail qui est fait aussi bien par le gouvernement que d'autres institutions pour accompagner ces jeunes-là. Alors, un programme bien défini qui va s'étaler sur 21 jours, vous venez donc de le dire. Alors, quel va être, je dirais, l'impact de ce programme sur la société, avant de revenir donc, sur le type de postulat que vous voulez? Alors, l'impact du programme de cette année sur la société, comme j'ai dit, c'est déjà outiller des jeunes, notamment des jeunes, je vais dire, un peu délaissés. Et nous allons donc partir pour la sélection d'abord de 1000 jeunes auxquels nous allons donner un certain nombre de formations, des formations de type global, que ce soit des formations de type se prendre en charge, comment monter un business plan, comment développer un business pour ceux qui en ont déjà, comment être plus visible sur les réseaux sociaux. On a un panel d'experts au sein de nos collègues qui vont donner ces communications-là et également des communicants externes qui vont donner ces communications-là. Et au-delà de ça, au sein de ces 1000 jeunes, nous entendons, suite à un pitch sur leur volonté de créer une petite entreprise, sélectionner 500 d'entre eux que nous allons accompagner avec la société M-Moto. M-Moto, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de la société indienne qui est installée chez nous et qui produit des motos électriques. Alors, vous avez parlé tantôt de quel impact pour nous. Alors, si vous prenez 500 jeunes, pour nous, ça veut dire 500 motos électriques. Et 500 motos électriques, en termes de protection de l'environnement, nous pensons que si nous commençons par 500 et que nous pouvons créer cette émulsion-là pour pousser d'autres entreprises à emboîter le pas, d'autres types de personnes à emboîter le pas, nous aurons fait quelque chose pour notre planète. Ça, c'est le premier point. 500 jeunes auxquels nous permettrons d'accéder à ces motos-là suivant un processus bien défini par M-Moto et qui devrait aider à créer de petites entreprises. Nous avons fait le constat global qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'avoir un petit quelque chose à la fin, un gagne-pain ou créer une petite entreprise. Et nous sommes allés au-devant des entrepreneurs et nous sommes rendus compte qu'également, nous avons plusieurs sociétés de la place qui ont parfois besoin
de personnes pour juste faire de la livraison. Et qui, aujourd'hui, à cause de tel ou tel sujet, n'arrivent pas à trouver ça. Alors, nous pensons pouvoir mettre en contact ces 500 jeunes-là, en créant une plateforme, les mettre en contact avec toutes ces entreprises et d'autres entreprises qui auraient besoin de leurs services. Bien entendu, certains jeunes pourraient décider d'aller dans une autre forme d'entreprise. Ce qui est important pour nous, c'est que nous lançons le programme le 21 juin au niveau de Canal Olympia, mais nous allons assurer un suivi du programme en accompagnant ces jeunes-là pour nous assurer que leur business devient quelque chose de sustainable. Je veux dire, leur business dure dans le temps, dure dans le temps, et que à la fin nous avons créé de mini-entreprises et que nous avons créé en même temps des ambassadeurs de notre environnement, parce que il faut également que nous puissions penser à sa protection. Et également les ambassadeurs de MTN Bénin. Alors, on n'arrive pas bien souvent. Oui, vous voulez réagir, allez-y. Oui, je veux vraiment qu'on fasse une petite pause là pour dire que les actions sociales, ici c'est vraiment déclaré. Vous savez, la Fondation MTN fait des actions sociales tous les jours. Le groupe du Bénin Christian. Si on déclare 21 jours pendant lesquels on demande l'implication personnelle, il faut voir vraiment qu'on va au-delà de l'esprit de la marque. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas forcément des ambassadeurs de MTN. Ce que nous voulons, c'est apporter notre pièce à l'édifice de construction nationale qui est en train d'être faite, parce que quand vous regardez tout ce que notre gouvernement fait, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites, et ce ne serait pas bien, enfin nous trouvons depuis toujours que nous avons une part en tant qu'entreprise et grande entreprise dans le pays, nous avons une responsabilité à accompagner ce genre d'action, et nous avons une responsabilité à prendre. Vous entendez parler de la responsabilité sociétale. Je ne veux pas dire que mais c'est également la responsabilité des entreprises qui opèrent dans un pays et qui font le business dans un pays, de participer au développement de ce pays-là, notamment dans une couche que MTN apprécie énormément, c'est la couche des jeunes, avec un penchant très prononcé pour le genre. Donc, dans ce programme, nous allons vraiment insister pour avoir un pourcentage très élevé de femmes. Et donc, nous sommes actuellement dans les visuels que nous partageons et les communications que nous faisons, inciter énormément les jeunes filles à participer à ce programme. Alors justement, vous avez parlé de jeunes, on n'arrive pas bien souvent à définir la tranche d'âge de jeunes. Je veux parler de l'intervalle. Quelle est la tranche d'âge spécifique que vous voulez pour ce programme que vous lancez? Alors pour le programme que nous lançons, nous sommes allés, nous avons juste fait des réflexions terre à terre. Aujourd'hui, au sein de notre entreprise, nous avons depuis 6 mois des jeunes entre 21 et 35 ans. Des jeunes qui font notre bonheur parce qu'ils ont amené énormément de fraîcheur dans l'entreprise. Et donc nous pensons que ce programme-là, on devrait pouvoir l'ouvrir à cette tranche d'âge, 21 à 35 ans. Tout ce qu'on demandera, ce sera savoir parler et écrire, lire et écrire le français. Et pouvoir nous faire un pitch qui permet de savoir que vous avez une certaine volonté de participer à un programme et que voilà, on puisse vous accompagner. Alors, au-delà de savoir lire et écrire, il n'y a plus d'autres formalités à remplir, des critères de sélection spécifiques? En fait, le sujet ici, c'est pas de parler de qui a eu le meilleur diplôme. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est d'accompagner des jeunes qui savent lire et écrire, qui ont le désir de monter une affaire et de s'en occuper jusqu'au bout. Alors, ça va être juste ça. Nous allons mettre en place de petits jurys qui seront composés des membres du personnel, qui vont écouter les jeunes et qui vont sélectionner les jeunes sur cette base-là. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec le CNSR et avec M-Moto, justement, le fabricant et distributeur des motos électriques, pour également un certain nombre de formations à ces jeunes-là. Mais vraiment, il n'y aura pas de critères spécifiques pour décourager. Nous acceptons tous les jeunes qui viendront entre 21 et 35 ans, qui pourront lire et écrire,
et à partir de leur volonté affichée et ce qu'ils nous disent sur ce qu'ils veulent vraiment faire de ce projet-là, on sélectionnera ceux qui auront été les meilleurs. Alors, le lancement du programme, c'est le 21 juin à 8h30 à Canal Olympia à Oualonguédé. Vous savez que MTN Bénin est un réseau présent sur l'ensemble du territoire béninois. Les jeunes sont également sur l'ensemble du territoire béninois. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques vers lesquels ces jeunes doivent converger pour bénéficier de ce programme? Où tout se fera à Cotonou? Alors, ça c'est une très belle question. Ça a été une discussion âpre avec mes collaborateurs hier encore. La question centrale que nous avons aujourd'hui, c'est la question de M-Moto. Pour l'instant, la distribution se fait quelque part ici, à Cotonou. Oui. Nous n'avons pas forcément, nous, l'intention de nous limiter à Cotonou. J'ai dit 500 jeunes. C'est sûr que le 21 prochain, nous n'aurons pas recruté les 500 jeunes. Et comme je vous ai dit, c'est un programme qui va qui va durer sur le temps. Et suivant peut-être l'évolution et l'installation de M-Moto dans différents endroits, on pourra y arriver parce qu'il s'agit de motos électriques. Et il y a le suivi des motos, il y a le entretien, il y a le remplacement des batteries. Et tout ça, c'est de la logistique qui doit être mise en place par M-Moto. Mais c'est un sujet qui a déjà été engagé avec M-Moto et nous sommes convaincus que nous trouverons une solution à ça. Voilà, justement, un dernier appel à lancer aux jeunes. Je rappelle qu'ils recevront des formations marketing numérique, au code de la route, puisque vous avez parlé tout à l'heure du Centre national de sécurité routière, la gestion financière, des technologies de l'information, pour rester collé à l'actualité, l'évolution technologique chez nous. Alors, un dernier appel, je dirais... Venez. Il n'y a pas de, comme j'ai dit, il n'y a pas de barrière. Venez nous rencontrer. Nous serons heureux de vous recevoir à Canal Olympia le mardi 21 juin dès 8h30. Nous serons là avec nos équipes. Vous rencontrerez des gens qui vont échanger avec vous. Mais dès demain, nous aurons un certain nombre de formations qui seront en ligne. Les différentes adresses Zoom seront partagées sur nos canaux digitaux, que ce soit sur Facebook. Nous aurons également des Facebook Live. Nous allons commencer les formations demain et nous allons les continuer même au-delà du 21 parce que avant même que je ne vienne sur le plateau tout à l'heure, j'ai reçu un dernier mail du groupe qui nous dit que cette année, nous allons aller au-delà des 21 jours et qu'on va étendre jusqu'au 29. Donc, il y a encore de la capacité à former beaucoup plus de jeunes. Donc, venez comme vous êtes et j'ai un message spécial que si je ne fais pas ici, je pense que ma directrice générale me truciderait une fois que je serai rentré. Nous voulons recevoir énormément de jeunes femmes. Énormément. Et quand vous prenez les modèles de moto que M-Moto fait, il y a des motos dames. Et il y a des motos dames. Et c'est pas pour rien. Nous voulons vous avoir avec nous, voulons énormément de jeunes femmes. Il faut que nous puissions montrer que voilà, c'est pas juste une question de dire la question genre, il faut le faire. Prouvez-nous que nous pouvons compter sur vous. Voilà, et c'est à l'endroit des jeunes défavorisés, ça il faut le préciser, qui savent lire et écrire. Merci beaucoup, merci à vous Jean-Claude Akogbeto, directeur général de la Fondation MTN Bénin, pour nous parler, un plateau pour nous parler de ce programme de volontariat que vous lancez et qui, à la longue, profitera à la jeunesse béninoise, puisqu'on parle là de création d'emplois et d'auto-emploi. Merci beaucoup. Merci M. Adandédian et bonne journée. Merci bien. Allez, le forum de discussion, ce sera tout de suite. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et nouveau but. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Cher monsieur, bonjour, Herman Niamboussou. Bonjour, Christian Davidia. Bonjour, Hakimi, et bienvenue. Christian, bonjour. Allez, on va démarrer. Bonjour ou rebonjour. Oh, si vous voulez. Non, c'était pas lui, c'était Ali. C'est vrai, c'était Ali. Justement. Allez, nous étions à la commission électorale nationale autonome, c'était mardi dernier, où le président de l'institution, les membres de l'institution, le conseil électoral, la direction générale des élections et bien d'autres ont échangé avec les représentants responsables des formations politiques dans le cadre des préparatifs des prochaines élections législatives. Le registre des partis politiques au Bénin précise que c'est 17 formations politiques qui sont régulièrement constituées, enregistrées au ministère de l'Intérieur, mais à la Sénat, le mardi, c'était 13 formations politiques qui se sont fait représenter pour écouter les responsables de l'institution sur l'organisation autour des élections à venir. C'est dire donc que la Sénat déroule son chronogramme, Makimé. À cet examen, il ne fallait pas s'attendre à, à autre comportement en ce qui concerne, les activités de la Sénat. Vous vous souvenez que je faisais constater qu'à l'occasion de la séance de travail que le président du Conseil économique et social a eu avec cette structure en charge des élections, eh bien, il avait été déjà annoncé que la Sénat travaille à mettre en œuvre et à respecter son chronogramme d'activité. C'est pour ça que dans la foulée de la rencontre avec le président du CES en son temps, eh bien, la Sénat a eu à descendre sur le terrain et à faire un tour au niveau de l'ANIP pour constater l'état d'évolution des travaux en lien avec la confection des différentes pièces, voilà, qui permettront donc d'identifier de façon officielle les concitoyens béninois. Et donc vous constatez que la rencontre d'avant-hier vise véritablement à poursuivre dans la dynamique des préparatifs des élections législatives de 2023. C'est une première dans cette formule de Sénat réformée. Et donc du coup, il est important que cette institution rencontre les différents acteurs qui ont un rapport avec les élections prochaines, rencontrer les partis politiques. C'est vrai que 17 officiellement enregistrés, 13 ont répondu présent. Le quorum, diront certains, est atteint et donc le message peut passer. Et c'est pour ça alors que le président Sakalafia et les siens ont véritablement travaillé à mettre à nu et à dévoiler les différentes pistes et les différentes initiatives qui concourent à proposer aux amis, aux président du parti politique, je dirais, les différentes dispositions qui sont prises et en vue donc de la tenue prochaine des élections législatives. Et c'est pour ça que dans la foulée, vous avez entendu dire que, entre autres décisions sorties de cette rencontre avec les présidents du parti politique, il est annoncé qu'une pièce officiellement reconnue d'identification peut servir de carte d'électeur. Donc, je
crois que à quelques mois des élections, il faut juste... Si on a ces genres de précisions déjà, ça rassure. Oui, ça rassure, parce que qu'on le veuille ou pas, je crois qu'on avait déjà commencé par nous poser la question de savoir quelle va être la carte qui va être utilisée pour les élections prochaines. Et donc, du coup, quand on se réfère aux conclusions de cette rencontre, c'est que les pièces officiellement reconnues d'identification peuvent servir et valoir ce que de droit à l'occasion des législatives prochaines. Voilà, Herman Agnamboussou, une telle rencontre avec les formations politiques à pratiquement moins de 7 mois des élections, c'est quand même bien pour que les uns et les autres soient au même niveau d'information. Oui, pour que les partis politiques, du moins ceux qui seront en règle et qui vont participer à ces élections-là, puissent connaître le chronogramme de la Sénat, et donc la Sénat qui à son tour également veut recueillir les préoccupations de ces acteurs politiques-là. Ce que je note simplement, c'est que cette rencontre aura permis aux Béninois que je suis de pouvoir revoir certains partis politiques parce qu'on ne les voyait pas sur le terrain. Et donc, oui, maintenant qu'ils sortent de leur bois, il faut faire en sorte qu'on puisse les voir sur le terrain régulièrement pour qu'on n'attende pas les derniers jours pour se bousculer au port de la Sénat. Chronogramme établi, on parle du budget électoral qui est déjà adopté, on parle également de la salle de colisage qui est également apprêtée et des maquettes qui sont en cours de réalisation. Je pense que c'est l'essentiel des éléments que la Sénat a déjà mis en place aujourd'hui. Les partis politiques ont pour la plupart parlé de cette liste électorale informatisée et attendent que cette liste puisse sortir, qu'on fasse une sorte d'audit pour voir comment est-ce que les trucs ont été faits. Je pense que les garanties offertes par la Sénat permettent aujourd'hui de savoir que oui, tout se planifie un peu comme l'a dit le président du Mouel Bénin pour qu'on ait des élections transparentes, même si entre-temps, il y en a qui ont essayé de mettre un peu de doute sur la transparence et l'équité au niveau des membres de la Sénat parce que estimant que oui, ils ont été mandatés, qu'ils ont été nommés et tout. Mais je pense que pour qui connaissent la Calafia et les siens, je pense qu'un travail sera fait quand même pour qu'on puisse assister à une sorte de jeu ouvert pour les partis politiques qui seront en lice réellement. Voilà. Alors on parle aussi du choix des agents électoraux, ceux-là qui seront dans les bureaux de vote. Au total, il y a pour précision qu'il y a 16 000 postes de vote. Et donc, voilà. 48 000 agents. Oui. Voilà. Oui, allez-y. Oui, sur cette question, je pense que le président de la Sénat ou le directeur général des élections également a été clair pour dire que les partis politiques ont l'obligation, sinon le devoir, de positionner dans chaque poste de vote leurs représentants. Je pense qu'une fois que les partis politiques vont s'atteler à remplir cette part du contrat, pour ma part, il s'agira de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'irrégularité sur le terrain, à ce que des gens ne fassent pas des coups bas aux forces politiques. Je pense que c'est aussi du rôle des partis politiques de travailler à commencer déjà par mettre en place leur stratégie pour qu'il n'y ait pas de fraude possible. Voilà. Okay. Non, c'est une invite qui concourt et qui participe de la transparence des élections parce qu'il ne vous a pas souvent échappé de constater qu'à l'occasion de ces rendez-vous électoraux, il vous arrive d'aller dans les bureaux de vote et constater que les agents électoraux ne sont pas en nombre. Et donc, si ce n'est pas véritablement huilé, c'est que on fera constater que ce sont des éléments qui concourent à jeter un peu de discrédit sur la transparence et la crédibilité de ces opérations électorales. Donc, en gros, quand c'est une invite importante, il va falloir que les responsables des partis politiques puissent saisir la balle au bon pour qu'à l'occasion des élections législatives prochaines, que nous n'ayons pas véritablement à se plaindre, je dirais, de ce manque ou de l'inexistence d'agents électoraux au niveau des différents bureaux. Non, je crois que ce qui est en train d'être fait en ce moment par Sakalafia, qui bien évidemment doit s'inscrire dans une dynamique de défi à relever, parce que je reprécise que c'est une première expérience dans la formule nouvelle de la composition de cette Sénat et les élections législatives prochaines. Et quand c'est comme ça, Christian, il faut travailler à véritablement mettre toutes les chances de son côté. Autant de choses ont été énoncées par le président de la Sénat. Bien d'activités ont été déjà menées. Le budget est donc déjà disponible. Et donc, du coup, on attend simplement que le gouvernement puisse entériner, accepter et faire voter, donc mettre à disposition ce budget donc, à la Sénat. Parce que nous sommes à 6 mois. Il y a des choses qui doivent pouvoir se faire
avant 2 mois, avant 3 mois, avant 4 mois, jusqu'à ce qu'on soit à quelques jours près des élections. N'oublions pas qu'on va être en janvier et on tiendra compte aussi des intempéries pour véritablement réajuster ce qui a réajusté. Il y a des distances à parcourir, il y a des choses, il y a des matériaux à déposer à des endroits bien précis. Je crois que c'est tout un ensemble qui nécessite, je dirais, un travail d'anticipation, ce que véritablement semble faire en ce moment la Sénat de Sakalafa. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est qu'on met chacun devant sa responsabilité. Lorsqu'on nous dit désormais que des pièces identificatives de l'état civil officiellement reconnues peuvent être utilisées à l'occasion des élections prochaines, c'est qu'on demande aux présidents de partis politiques de travailler à ce que leurs militants, sympathisants et autres se fassent enrôler. Si ce n'est pas fait ainsi, c'est qu'à l'arrivée, lorsqu'on mettra à disposition la liste qui va servir de base pour les élections prochaines, c'est qu'on aura pu à se prendre de ce que certains ont été laissés sur le carreau. Donc un travail de sensibilisation effectué sur le défi à relever aussi, c'est le taux de participation. Oui, le taux de participation, d'accord. Je crois que de plus en plus aujourd'hui, à mesure qu'on évolue, ce n'est plus un élément, moi, qui catalyse et focalise l'attention, c'est de travailler au moins à ce que chacun puisse savoir les pièces qui importent et des pièces qui font de nous des citoyens à part entière. Si ce n'est pas faire ainsi, c'est que, eh bien, Christian, on n'aura que, eh bien, nos yeux pour pleurer. Donc, je crois que pendant que nous y sommes, les présidents de partis politiques doivent, à côté, je dirais, de convaincre les populations à emboucher leurs trompettes, à prendre fait et cause pour leurs différentes initiatives allant dans le sens d'apporter un plus au fonctionnement de l'institution parlementaire, c'est qu'il va falloir que des personnes dont il s'agit, c'est-à-dire ces militants sympathisants, puissent avoir des pièces qui leur permettent véritablement, Christian, à l'occasion des élections prochaines du janvier 2023, de véritablement sortir, aller exprimer le droit de vote. Si ce n'est pas fait ainsi, eh bien on a beau tambouriner, on a beau espérer qu'il y a des personnes qui ont pris fait et cause pour vous, c'est qu'à l'arrivée, c'est des personnes qui sont sans pièces, qui ne peuvent pas aller exprimer le droit de vote, et donc du coup, taux de participation, il faut y ajouter des personnes qui n'y sont pas allées, pas parce que ils se sont abstenus, mais elles ne sont pas allées, ces personnes, parce qu'elles n'ont pas les pièces nécessaires pour se présenter à faire valoir le droit de vote. Justement, la Sénat a raison d'interpeller, a raison de tirer la sonnette d'alarme, a raison de mettre chacun devant ses responsabilités pour que, eh bien, le rendez-vous de janvier prochain soit un rendez-vous véritablement bien apprécié. Il y a quand même des faits qui ont retenu les attentions de ceux-là qui étaient à cette séance d'échange entre les responsables de la Sénat et les représentants des formations politiques, des inquiétudes qui ont été soulevées. Il n'y a que Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, a émis le vœu ou la possibilité pour les partis politiques de vérifier le protocole d'extraction de la liste électorale en un petit mot, une sorte d'audit de cette liste afin d'établir la confiance entre la Sénat et puis les formations politiques. Cela est-il véritablement nécessaire pour une transparence dans l'organisation de ces élections? Herman Aliamoussou. Oui, je pense que demander qu'on fasse un mini-audit de la liste relève quand même des devoirs ou des obligations quand même qui doivent gouverner, qui doivent travailler à ce qu'on ait des élections crédibles et transparentes. Parce que je crois, tout part de la liste électorale informatisée. Encore que, quand vous voyez aujourd'hui la structure qui s'occupe d'établir cette liste-là, c'est la NIP, un peu dépouillée des querelles politiciennes et tout, et des intrigues politiques et tout. Et donc je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une grande attente de cette liste-là. On veut voir ce qui a pu être fait jusque-là pour qu'on puisse avoir une liste valable. En évoquant le sujet, je pense que Éric Rondeté, vous savez qu'il a été aussi au temps fort de la confection de cette liste-là. Il a été un des acteurs clés avec plusieurs séances sous l'ancien président Bouriayi et tout. Parce qu'il, n'oubliez pas que c'est des acteurs, c'est des gens qui étaient d'un côté et qui se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté. Donc, qui ont un œil sur ce qui peut se passer sans qu'on ne soit au courant. Je pense qu'il faut quand même un minimum de confiance en la structure qui conçoit la liste en ce moment. Et pour ma part, l'audit, sans doute que ça aura lieu. D'ailleurs, qu'ils ont lancé récemment une opération d'enrôlement pour les derniers qui ont pu se faire enrôler. Le reste, c'est qu'on attend de voir. Mais comme l'a dit Akimé, cette séance avec la Sénat sonne comme une sorte d'éveil et de réveil des acteurs politiques pour qu'ils n'attendent pas les derniers jours, pour commencer par tempêter, pas tambouriner. Voilà. Au fur et à mesure que les choses évoluent, il faudra que l'on apprenne à se faire confiance.
Il s'agit des acteurs politiques, il s'agit des élections. Et partout on estime qu'on n'a pas une heure regardant, c'est qu'on craint qu'il y ait une manipulation. Non, au niveau de la Sénat, il y a un représentant de l'opposition désigné par le chef de file de l'opposition qui y siège. C'est vrai que les démocrates, à travers la voix du président Éric Rondeté, espèrent et veulent véritablement s'assurer, je dirais, de ce qui est fait autour. Non, c'est une demande légitime. Je crois qu'en réalité, oui, une séance porte ouverte pour comprendre le cheminement de la séance d'extraction, parce que pour le moment, dans la base de données de l'ANIP, il y a vous et moi, il y a nos enfants, tout le monde y figure. Mais la liste qui va servir de base pour la tenue des élections législatives, c'est la liste des personnes qui ont l'âge d'exprimer un droit de vote. Donc, eh bien, on n'aura plus l'entièreté de la base de données de l'ANIP, mais on ira puiser là-dedans, eh bien, et mettre à disposition le nombre de personnes appelées à faire valoir leur droit de vote. Et en tant que tel, même si entre-temps, il y a la présence d'un représentant de l'opposition, la personne désignée par le chef de l'opposition, et les Rondeté estiment qu'il y a encore une possibilité pour la Sénat pour faire amende honorable, d'accepter que, eh bien, il y a ce que vous avez appelé une sorte d'audit. Je sais bien évidemment que l'ANIP et puis la Sénat n'ont rien à cacher aux personnes qui ont envie de comprendre le processus d'extraction de la liste qui va servir pour la tenue des élections prochaines. Donc, en tant que tel, eh bien, c'est une demande, et je crois que le mois venu, s'il y a possibilité, eh bien, la Sénat et l'ANIP ne tarderont pas à permettre à ce qu'il y ait une possibilité de véritablement voir ce qu'il y a là-dedans. De toute évidence, comme je l'ai dit, pendant que nous y sommes et pendant que cette demande est exprimée, c'est qu'il faut, et là j'insiste là-dessus, travailler à ce que, eh bien, les militants et sympathisants qui auraient peut-être fait l'option encore de marquer le pas, quoique, eh bien, il a été lancé la séance du rattrapage pour l'enrôlement, eh bien... la séance est bouclée déjà. Oui, donc ça veut dire que ce n'est plus possible. Qu'on le veuille ou pas, dans l'intérêt supérieur, je dirais, de la nation, s'il y a encore une possibilité, on pense que quand on a fini de faire le point, il y a encore des citoyens qui sont laissés en rade, eh bien, une séance complémentaire de rattrapage ne tue pas. Mais ce que je sais... Sauf qu'il faudra éviter les cafouillages. Ce que je sais, c'est qu'en son temps, eh bien, un travail de sensibilisation a été fait par ces différents acteurs politiques pour que, eh bien, les populations sortent, parce que l'annonce a été faite au niveau des différents arrondissements, au niveau des différentes localités, et d'ailleurs les acteurs politiques aussi ont travaillé à ce que, eh bien, ceux qui estiment avoir été oubliés puissent être pris en compte. Donc, pendant que nous y sommes, la liste est en cours de confection, et comme je l'ai dit, s'il y a une possibilité, il faut le faire. C'est ce que l'ANT a fait quand il s'est agi du COS-LEPI. Cette fois-ci, il n'y a pas un COS pour véritablement demander à véritablement voir ce qui se passe dedans. Mais on sait que même quand il y avait le COS et quand il y avait l'ANT, eh bien, les responsables des partis politiques avaient eu la possibilité d'aller comprendre et d'aller s'informer sur le processus en cours d'élaboration de la liste électorale permanente informatisée. Cette fois-ci, ce n'est pas la LEPI, c'est la liste qui va servir donc de base pour la tenue des élections prochaines. Et comme je l'ai dit, ici encore une possibilité, eh bien, la demande d'Éric Rondeté ne serait pas tombé dans les oreilles de sourds. Voilà. Les à côté de la rencontre, avant de passer à l'autre sujet ce matin, de près, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, de même, Makimé, Herman Anyambossou, de près, nous avons quand même remarqué la présence de certains chefs de partis politiques qui se sont fait rares tout le temps. On a aperçu quelques-uns, Herman Anyambossou, Soumanou Toleba par exemple, du parti FCDB, M. Guédou, de notre parti. On a pu... En fait, c'est pour dire que je dirais que la fin chasse le loup hors du bois. C'est vrai que la Sénat, en les convoquant, donne l'occasion de les revoir. C'est ce que je ne conseille pas dire dès le début. Il faut bien que ces responsables de partis politiques puissent animer la vie politique. On puisse les avoir, parce que c'est difficile de connaître aujourd'hui qui est qui. De mettre un visage sur un parti politique. Les partis politiques. On se demande à la fin si c'est des partis politiques réels ou si c'était juste des instruments créés dans le temps. Aujourd'hui, il y a même des rumeurs qui courent, hein, qui attendent juste de se fondre dans les grands ensembles politiques. Peut-être qu'à l'issue de ces législatives, je ne dirais pas peut-être,
c'est sûr qu'à l'issue de ces législatives-là, le paysage politique béninois sera plus ou moins clarifié parce qu'on veut voir les animateurs, les vrais acteurs animer la vie politique et non gonfler les chiffres. Vous savez, ils ont leur stratégie, ils ont leur chronogramme. Le moment est en train de venir, c'est sûr et certain qu'ils sortiront de leur tanière. Ouais, s'ils ont leur stratégie, c'est tant mieux. Ce qui est évident, c'est que sur le terrain, on ne les entend pas. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. On ne crée pas un parti pour en créer. C'est vrai que les conditions de création des partis politiques ont été un peu corsées, mais nous constatons que certains ont travaillé à avoir le récépissé, on travaille à être officiellement reconnu, mais après, j'ai l'impression qu'il y a un deal qui motive, je dirais, cet engagement à se faire appeler président du parti politique, mais après, c'est que, c'est silence radio. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, les dispositions contenues dans la charte des partis politiques est quand même claire. Soit elles meurent de leur propre mort, ces différents partis politiques, j'allais dire ils plutôt, ou par la suite c'est qu'on les entendra, on ne les verra plus jamais. Et ça là c'est clair. Ceux qui font le travail sur le terrain, on les voit, on les entend, ils vous diront que ils ne communiquent pas via les masses traditionnelles. Parce que le coût est élevé. Qu'ils utilisent quelques masses d'informations que ce soit, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'information se sait. Pour le moment, il a fallu la séance de la Sénat pour voir certaines têtes. C'est tant mieux. Les autres continuent à élaborer sur le terrain. Nous sommes à 6 mois de la tenue des élections législatives prochaines. S'ils vont se fondre, ces différents présidents de partis politiques dans d'autres grands ensembles, ça va être intéressant. Mais toujours est-il que on forcera, personne n'a été forcé à créer un parti politique. Et donc, du coup, Christian, moi, je ne me plains pas de les voir, de ne pas les voir. Ceux qui ont le terrain à leur disposition vont l'utiliser à fond. Et les unes nous permettront de savoir qui c'est qui est acteur politique, qui c'est qui véritablement travaille à faire vivre son parti politique, et c'est qui les plaisantins qui ont fait l'option, je dirais, de se faire délivrer des récépissés sans pour autant animer la vie politique. Mais les voir quand même à prendre le rendez-vous de la Sénat, c'est dire qu'ils ont envie, ces chefs de parti et leur parti politique, qu'ils ont envie et qu'ils montrent un peu également leur détermination à se positionner pour ces élections. C'est ce que je dis, c'est tant mieux. S'ils ont des envies, c'est bon. Ils ont répondu présent à l'appel du président de la Sénat, c'est déjà intéressant. Peut-être qu'ils répondront davantage à d'autres appels du président de la Sénat. Maintenant, au-delà de la Sénat, qui se trouve être l'institution en charge des élections chez nous au Bénin, c'est que leur contact, il s'agit des militants et des sympathisants. Il s'agit des populations, il s'agit de véritablement se prononcer sur l'actualité nationale, la cherté de la vie en ce moment, la crise russo-ukrainienne, les différentes dispositions qui régulent les élections en République du Bénin, rencontre Boni Yaïd avec l'actuel président de la République, les anciens présidents d'institutions de l'Assemblée nationale. Il y a bien de choses sur lesquelles on aurait voulu bien les entendre. Et bon, pour l'instant, ils ont leur chronogramme, vous avez dit, Christian. Ils ont leur méthode, vous avez dit, Christian. Mais bon, leur méthode se révèle inefficace sur le terrain en termes de visibilité. Maintenant, le baromètre de la vie et de la bonne santé d'un parti politique, ce sont les élections. Et nous tendons en janvier prochain, on verra de quoi retourne les stratégies. Est-ce que c'est impactant? On va le constater instamment. Je pense que ce qui dérange surtout, c'est de voir des responsables de partis politiques faire ce chemin de croix-là, obtenir le récépissé définitif, le brandir comme un trophée, et pour à la fin se taire. Ne pas se vendre, ne pas exister dans le débat. Qui n'existe pas dans le débat. On ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le débat. Et peut-être même que c'est le code électoral qui permet aussi tout ça, en demandant seulement aux partis politiques d'exister dès lors qu'ils ont présenté au moins une fois une liste à une élection législative. On aurait pu construire les choses autrement pour qu'on puisse savoir, parce que en fait, le plaisir, je dirais plaisir, c'est un peu trop. En fait, il y a un engouement à voir des gens animer la vie politique chez nous. Et donc, on veut les voir, on veut les entendre. Déjà que dedans, il y a des professeurs, on veut les entendre sur les questions qui m'évoquent les questions, mais malheureusement, vous ne les entendez pas. Quand vous les appelez, ils vous disent, non, écoutez, le mois venu, on va vous appeler. C'est comme si, oui, pour le moment, il n'y a pas encore de sujets sur lesquels on peut se prononcer. Et c'est ceux-là que vous allez voir dernièrement en train de se bousculer au port de la Sénat pour vouloir déposer des tonnes de dossiers pour grossir le travail
va faire par la CENA, sachant bien évidemment qu'ils vont franchir les portes qui n'iront pas loin. Je pense que c'est bien dommage. Allez, parlons de la réforme structurelle de la décentralisation. Hein. Vous savez que c'est la nouvelle donne en République du Bénin. La nouvelle loi sépare la fonction politique dévolue désormais aux maires aux fonctions administratives qui incombent au secrétaire exécutif et puis toute l'équipe technique qui les accompagne désormais. Mais le Conseil des ministres d'hier vient repréciser un certain nombre de choses pour montrer aux secrétaires exécutifs qu'ils ont la responsabilité de mieux diriger, de mieux conduire les communes. Alors, il y a cette cellule de suivi, de contrôle et de gestion des communes qui est désormais mise en place et créée, installée à la présidence de la République. Les membres sont d'ailleurs déjà nommés. Ceci pour renforcer la bonne gouvernance en République du Bénin. Herman. Oui, la bonne gouvernance en République du Bénin, la bonne gouvernance surtout au niveau, au niveau des communes, parce que justement la réforme qui a consisté à désormais avoir des secrétaires exécutifs au niveau de chaque commune pour pouvoir séparer le travail politique du travail technique, parce que je pense que l'objectif premier de la décentralisation, c'est de permettre qu'il y ait un développement équitable des communes aussi. Ce travail donc a consisté désormais à mettre en place les membres permanents de la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes du Bénin, laquelle cellule regroupe des personnes dont nous connaissons le parcours et tout. Je veux rapidement faire référence au jeune Landry Henou, qui était secrétaire général à la mairie de Ouida, qui fait partie de cette cellule-là. Je pense que oui, cette cellule mise en place pour achever les réformes qui ont commencé, parce qu'on ne peut pas dire qu'à cette étape-là, tout est déjà mis en place. On dit également qu'il y a des outils à mettre en place pour effectivement mettre les SE, les secrétaires exécutifs, à la tâche, pour également veiller à ce qu'il y ait un contrôle de tout ce qui va être fait. Je pense qu'on peut dire que la réforme suit son cours et à l'aune de tout ce qui sera fait, il y aura forcément un ajustement à faire au fur et à mesure de l'évolution. Oui, Akime, faut-il contrôler, faut-il surveiller, faut-il orienter les SE? Oui, certainement parce que, eh bien, on n'a pas encore la certitude que la réforme a véritablement déjà pris corps. Il y a eu la désignation des SE, et ça, c'est un rappel, je dirais, de tout le processus qui a conduit donc à la mise en œuvre de cette réforme. Au-delà des SE, parce qu'on en parle seulement en termes des SE, il y a quand même d'autres cadres techniques au niveau donc, des différentes collectivités locales qui ont été tirés, qui ont été choisis pour dynamiser ou redynamiser le fonctionnement des différentes communes. Parce qu'en allant vers la réforme au niveau donc, du secteur de la décentralisation, c'est comme l'a dit Herman, on a voulu séparer le politique d'avec le technique. Parce qu'on estime bien évidemment que, eh bien, on a besoin de personnes qui ont une certaine compétence pour véritablement impulser une nouvelle dynamique à nos différentes collectivités locales. Parce qu'en réalité, eh bien, une commune bien portante, ça impacte le développement dans son entièreté de notre pays. C'est pour ça que les SE, et les RAF et tout ce qui est autour ont été tirés au sort. D'une manière très évidente, c'est que, eh bien, il y a un qui tire la locomotive vers le haut. Et c'est le secrétaire exécutif. Et donc, à travers le relevé du conclave du Conseil des ministres d'hier, c'est qu'on constate qu'il a été mis en place une cellule de suivi et de contrôle des communes, en lien donc avec la manière dont ils vont élaborer sur le terrain les secrétaires exécutifs, parce que c'est eux qui représentent, je dirais, la machine dans son entièreté. N'allons pas omettre le fait que, bien Christian, au fort moment des élaborations relativement donc, à la mise en place des secrétaires exécutifs, il y a bien des récriminations qui ont été faites. Quel va être le rapport entretenu entre le maire et puis les secrétaires exécutifs? Est-ce que ça va être vraiment huilé, ça va fonctionner véritablement très bien sur le terrain? Est-ce qu'il n'existera pas une guéguerre? Est-ce que les SE sont pour le moment, parce qu'il y en a qui sont à leur, c'est même pas il y en a, nombreux sont à leur première expérience. C'est vrai que certains secrétaires généraux ont eu la chance de se voir tirer, donc vont continuer l'aventure parce qu'ils ont une certaine maîtrise de la chaudière par le passé. Mais en gros, c'est qu'il faut véritablement suivre de près le travail qui est fait sur le terrain, réajuster lorsqu'il faut réajuster. Parce que souvenez-vous ici, quand on a échangé à propos, quand on a reçu Franck Kenevo, il mettait l'accent sur le fait qu'il y a encore des outils qu'il faut véritablement mettre à disposition des secrétaires exécutifs pour que ce qui est objecté puisse être atteint. Dans la cellule, Eman fait bien de rappeler qu'il y a quand même certaines
personnalités, si je puis ainsi les appeler, qui ont quand même une certaine expérience en termes de gestion de nos collectivités locales. Là, c'était le jeune Landry Henou, qui était secrétaire général de la mairie de Ouida, bien entendu. L'ancien maire de la commune de Djougou, qui en a quand même, qui a eu un parcours intéressant et impressionnant au niveau donc de cette commune, je parle de Michael Bassabi Diarra, au niveau de cette cellule. Et le coordonnateur national de la cellule se trouve être un ancien secrétaire général d'une mairie, la mairie de Bassila. Je veux parler du jeune Amine, qui est en ce moment DCMP. Donc, c'est des personnes qui ont acquis une certaine expérience qu'on peut mettre à disposition du fonctionnement des collectivités locales. Et donc, du coup, on pense que, eh bien, en créant ces cellules et en les utilisant, c'est qu'ils vont impacter le comportement des secrétaires exécutifs, les rapports des secrétaires exécutifs avec les différents maires de nos collectivités locales, quelle va être véritablement la conduite à tenir, le cahier de charge, comment ça va être respecté, parce que n'oubliez pas, Christian, qu'il y a déjà de part et d'autre quelques flottements entre exécutifs communaux et puis secrétaire exécutif. Donc, du coup, je crois que c'est tout cet ensemble qu'il faut huiler, parce que, eh bien, si ce n'est pas fait ainsi, eh bien, à l'aune, que dis-je, à mi-parcours, quand on tentera de faire le bilan de la mise en œuvre de cette réforme, c'est qu'on pourra regretter d'avoir fait l'option de la réforme. Donc, je crois que c'est déjà intéressant qu'on en arrive déjà à voir cette cellule-là. Maintenant, la cellule va durer combien de temps? Est-ce que c'est une cellule permanente, je pense. Si c'est une cellule permanente, bon, voilà. Certainement qu'il y a bien de choses encore à apporter au niveau donc, de ces collectivités locales. Mais en gros, je crois que c'est une cellule qui est mise en place pour véritablement veiller au bon fonctionnement et puis aux initiatives allant dans le sens de la bonne élaboration des secrétaires exécutifs au niveau de nos différentes collectivités locales, parce qu'on en a besoin pour le moment. C'est une expérience qui est en train d'être faite depuis quelques mois déjà. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait des personnes qui ont déjà pris part les collectivités locales qui puissent travailler à servir de tampon, de courroie de transmission entre les secrétaires exécutifs et les différents maires de nos différentes communes. Voilà. Puis un autre sujet qui a fait la une de l'actualité, il faut préciser que depuis plusieurs jours déjà, le sujet a fait l'objet de polémiques et de discussions dans l'opinion, sur les réseaux sociaux et dans certains cercles. C'est vrai qu'au fil des jours, nous avons eu beaucoup d'autres précisions, même si ça n'a pas évité la sortie de certains membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé hier. Il s'agit donc de ce rapport provisoire qui est devenu par la suite définitif, le rapport de l'audit de dépenses effectuées dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19 qui a crié la polémique, rapport définitif qui est venu corriger les insuffisances. Et en page 3 d'ailleurs du quotidien Fraternité ce matin, vous avez ce communiqué de la Cour des comptes qui précise que le rapport définitif a été élaboré sur la base d'informations additionnelles reçues des structures nationales. Ces informations ont permis à la Cour de trouver satisfaction à l'essentiel des préoccupations soulevées dans le rapport provisoire qui a créé la polémique. Et au terme de l'examen de la Cour, aucune irrégularité significative n'a été relevée s'agissant des processus et des justifications des opérations des dépenses. Oui, il y a eu un rapport définitif, mais le gouvernement, je le disais tantôt, à travers le ministre des Finances et le ministre de la Santé, s'est prononcé. Herman Niamboussou, vous y étiez? Oui, moi je dirais simplement très de polémique parce que déjà, quand on parle du rapport provisoire et du rapport définitif, c'est à croire qu'entre le rapport provisoire et le rapport définitif, les choses ont été colmatées. Non, ici, il n'était pas ainsi. C'est déjà que dans le rapport provisoire, il y a des choses qui ont été prises en compte. Le ministre des Finances hier, le ministre d'État chargé des Finances, va faire allusion aux pages 14 et 15 qui contenaient d'autres chiffres, et à la page 46 du même rapport provisoire qui déjà a reconnu certaines dépenses, et donc le chiffre déjà à ce niveau a connu une certaine évaluation. Je pense que c'est peut-être le fait pour les Béninois que nous sommes de ne pas chercher à tout parcourir. Quand on a un document, on lit la première ou les 3 premières pages, et puis on saute, et puis on conclut déjà que ça ne va pas. Je pense aussi que c'est... le rapport définitif est déjà là, c'est sur la toile, on peut consulter ça sur tout ce que vous voulez, sur les sites et tout et tout.
Je relève simplement que entre la Cour des comptes et le gouvernement, que tout fonctionne très bien. Parce que n'oubliez pas qu'au départ, nous n'avions pas une Cour des comptes au Bénin. Nous avions une chambre des comptes logée à la Cour suprême. Désormais, nous avons une Cour des comptes qui est le fait de ce gouvernement qui est là. Ça montre que ça fonctionne normalement. Ça aurait été un rapport clean, définitif, qu'on aurait dit déjà, bon, ils sont à la solde de ci, de ça. Je pense que ça montre que les institutions fonctionnent très bien. Pour ma part, il n'y a pas de polémique. Quand on suit le rapport définitif et ce qui a été déjà dit dans le rapport provisoire, on constate que c'était juste un malentendu et qui a été corrigé. Une incompréhension. Hakim est... Bon, Eman était à la conférence de presse. Et donc, plus aguerri pour en parler. Mais on constate qu'il s'agit d'interprétation et d'analyse de documents. Il y a eu un rapport provisoire. Ma seule inquiétude, c'est est-ce que le rapport provisoire méritait d'être su et d'être rendu public. Si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'il faut travailler à ce que des rapports du genre, quand ils sont appelés provisoires, qu'ils ne soient pas. Parce que le rapport provisoire, certainement, émet des réserves de comprendre. Et quand on apporte des éléments d'appréciation, puisque, eh bien, quand vous avez lu le communiqué, il a été précisé que, eh bien, on y est ajouté, on a interrogé, on a eu des documents venant des structures nationales. Quant aux inquiétudes qui ont été soulevées dans le rapport provisoire par la Cour des comptes. Donc, quand c'est fait ainsi, ça veut dire qu'il y a un processus qui concourt à rendre un rapport définitif. Est-ce que sur le processus, comme je l'ai dit, il est prévu que le rapport provisoire soit connu de tous? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il va falloir que la Cour des comptes travaille à ce que, eh bien, on n'ait plus à gérer cet état de choses. Parce que c'est par rapport à ça, eh bien, qu'on a l'impression que, eh bien, il y a comme une contradiction entre tel document et tel autre document. Parce que quand vous allez loin, vous allez plus loin d'ailleurs dans l'intervention du ministre en charge des Finances, le ministre d'État, Rumina Wadaï, c'est qu'il est allé plus loin pour faire constater bien que en période de crise, puisqu'il s'agit des fonds Covid-19, qu'en période de crise, il n'y a que parfois, eh bien, dans la prise de certaines décisions, dans l'intérêt de la santé des populations, eh bien, il n'y a que parfois on ne respecte pas de façon précise certaines dispositions. Ça veut dire l'orthodoxie qu'il faut. Exactement. Donc, je crois que c'est autant de choses qu'il aurait fallu entendre. C'est autant d'explications qu'il aurait fallu avoir avant d'en arriver à produire un rapport qui soit mis à disposition des populations. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a quelque chose qui a cloché. Et même le ministre de la Santé, quoique eh bien, le communiqué de la Cour des comptes ait été mis à disposition, a continué à faire remarquer eh bien, qu'il y a un fonctionnement qui a conclu à ça. Et donc, à l'arrivée, comme l'a dit Eman, c'est que eh bien, le rapport définitif vient confirmer, je dirais quoi, ou vient donner force à la manière dont ça a été géré. Les fonds Covid. Donc, c'est comme le dirait l'autre, est-ce qu'il y a eu tout ça pour ça, ou est-ce qu'il y a eu trop de bruit pour finalement concourir à ce qui reste en réalité le plus évident? Eh bien, c'est l'inquiétude que moi j'ai. De toute façon, comme je voulais faire constater, Christian, il y a un mode de fonctionnement et il va falloir qu'on puisse travailler à cela pour éviter, eh bien... Parce que, j'aime bien la conclusion de ce communiqué de la Cour des comptes, qui, je cite très rapidement, qui dit quelle note que les services compétents des ministères auraient pu lui fournir plutôt les éléments justificatifs demandés. Donc la lourdeur administrative a peut-être mal joué à ce niveau. Oui, si la lourdeur administrative est passée par là, c'est qu'il va falloir repréciser le rôle de la Cour des comptes, parce qu'en réalité, la Cour des comptes ne peut pas vouloir des documents pour pouvoir apprécier et certifier, valider, je dirais, une gestion pour ne pas en avoir. C'est quand même la Cour des comptes, ce n'est pas la Chambre. Et man fait bien de rappeler qu'il ne s'agit pas de la Chambre, il s'agit de la Cour des comptes. Donc, c'est une institution quand même républicaine. Donc, on ne peut pas, je dirais, faire traîner une institution du genre quant à la mise à disposition d'un certain type de documents qui concourent à l'exécution convenable, je dirais, de sa mission. Donc, il va falloir qu'on tire leçon de ce qui a pu se passer, parce que les choses se seraient bien passées qu'on n'aurait pas eu la sortie médiatique des ministres de la Santé et le ministre d'État chargé des Finances et de l'Économie. À côté, il y avait le porte-parole du gouvernement. Exactement. Donc, je crois que s'il y a une invite, c'est que, eh bien, on puisse
faciliter, permettre à ce que la Cour des comptes, parce que c'est une première expérience, Christian, qu'on est en train de faire, que cette expérience soit concluante et que véritablement les choses puissent aller dans le sens que chacun aurait voulu avoir. Parce que j'estime que la Cour des comptes est quand même une institution qui mérite un certain nombre de crédibilité. Il faut travailler à crédibiliser ces institutions. Oui. Je pense que les choses ne peuvent même pas bien se passer dans la période parce que nous parlons de crise de Covid-19 qui ne concernait pas que le Bénin, qui concernait le monde entier. Et donc, quand vous suivez un peu ce que le ministre de la Santé a dit hier, il dit qu'il y a par exemple des réactifs qui ont été commandés, mais qui ne sont arrivés que 2 mois après, 2 ou 3 mois après. Alors donc, la Cour des comptes s'est basée sur des estimations, alors même que c'est le ministre, le gouvernement qui a saisi la Cour des comptes au fin de vérifier si les fonds Covid ont été bien gérés. Je pense que, oui, dans un souci de transparence, le gouvernement ou même la Cour des comptes a voulu que le rapport provisoire soit balancé déjà au vu de tout le monde. Mais c'est qu'il faut faire l'effort de pouvoir parcourir tout le rapport. Et c'est ce à quoi j'invite les Béninois. On ne peut pas comprendre que dans le rapport provisoire, quoique provisoire, qu'il y ait déjà des chiffres aux pages 14 et 15, et que les chiffres soient revus à la page 46 et qu'on ne s'en tienne jusqu'à ce que les pages 14 et 15 disent. Je pense que c'est comme s'il y a une volonté manifeste de dénoncer, de dire que ça ne va pas. Mais en même temps, ça permet aussi de lancer le débat. La Cour des comptes est installée. Il faut des auditeurs pour faire le job. C'est vrai que c'est une première expérience pour ce qu'on a vu de décision de la Cour des comptes à l'heure actuelle. Il faut travailler à ce qu'il y ait qu'on étoffe un peu l'équipe pour que l'un et l'autre puissent comprendre les procédures. Parce qu'il y a également, il était question de savoir, oui, est-ce qu'il y a une procédure unique de contrôle de ces dépenses-là? Non. Quand vous allez dans les tribunaux, on ne vous dira pas, voici la procédure pour vérifier. Non. Le monsieur peut décider de vous appeler, vous qui êtes là, Christian, est-ce que vous avez fait des choses? C'est sa manière à lui de contrôler les choses. Et donc, ça peut expliquer les flottements qu'il y a au niveau de ces chiffres-là. Je pense que maintenant que tout est clair, il faut passer à autre chose. De polémique. Mais ce qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'on ne devrait pas. C'est pour ça que je dis que lorsque le rapport est provisoire, c'est pour éviter, Eman, que nous ayons la fuite de documents. Oui, que des personnes soient focalisées. Parce qu'on ne va pas en vouloir à quelqu'un qui a vu des chiffres à la page 14 ne se contenter que de ça, parce que c'est quand même un rapport. C'est un rapport, c'est un document de plusieurs pages. Oui, il faut aller loin, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier point. C'est un document officiel. C'est un document officiel. Et quand c'est comme ça, un document officiel qui vient certifier, qui vient rassurer de la gestion qui a été faite des données publiques. En fait, c'est de ça que les questions. C'est pour ça que j'insiste pour dire, si dans le fonctionnement de la Cour des comptes, il n'est pas prévu que le rapport provisoire soit mis à disposition de tout le public et que c'est à l'endroit de la structure qui est concernée qu'on envoie un rapport provisoire pour comprendre. Parce que véritablement, dans les rapports provisoires, il y a des inquiétudes qui ont été soulevées par la Cour des comptes. Et donc, c'est après avoir reçu des documents complémentaires au niveau des structures nationales, tel que l'a précisé le communiqué, qu'un rapport définitif a été mis à disposition. Au point d'ailleurs d'en arriver à un communiqué qui vient confirmer que voilà, et tout est sûr. C'est pour ça que je dis, il va falloir que dans le processus de fonctionnement, qu'on puisse travailler à ce que chaque étape mérite un certain respect scrupuleux et rigoureux. Si ce n'est pas fait ainsi, c'est qu'on va se retrouver encore une autre fois, peut-être quand il va s'agir des fonds, je ne sais pas comment il va les appeler, fonds machin, fonds et tout et tout. Des fonds variés du singe, par exemple. Qu'on soit encore obligé de dire oui, rapport à faire, si rapport à faire, c'est qu'un communiqué vienne finalement une conférence de presse. Donc, il faut parce qu'il s'agit, j'insiste, il s'agit de la Cour des comptes et la Cour mérite une certaine crédibilité en termes de sortie et en termes de mise à disposition de documents et de documents officiels. Parce que c'est ça qu'on va consulter, c'est ça qui nous amène à savoir si véritablement les données mises à disposition de telles structures ont été utilisées à bon escient. Et je pense que ce que vous dénoncez, je dirais que c'est la faute de trop, parce que ce n'est pas la première fois qu'un document comme ça se retrouve entre les mains de tout le monde. Je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, travailler à ce que des documents soient sécurisés au maximum et qu'on puisse savoir qui est-ce qui fait des choses comme ça. Mais cela dit, je pense qu'ils ont voulu faire une sorte de transparence. Oui. Si ça a pu contribuer un peu à faire sortir les ministres aussi, si ça contribue aussi à nourrir le débat sur la toile, je pense que c'est de bonne guerre. C'est toujours de bonne guerre. Oui, on parlait du fonds Covid et de sa gestion. Parlons à présent de ces mesures d'entrée au Bénin qui sont prises dans
dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19. Vous savez que pour venir au Bénin, entre-temps, au temps fort de la crise, il fallait forcément présenter un test Covid et arriver à l'aéroport de Cotonou. On vous fait faire également un test Covid, mais cette fois-ci, il y a un allègement, un total. Plus besoin de test Covid pour venir chez nous. Oui, on vous demande... Pour quelqu'un qui a fait ce parcours-là. Oui, la dernière fois, vous êtes revenu du Danemark. Comme vous aussi, d'ailleurs. Oui, non, il y a des allègements, c'est vrai. Il y a des allègements. Et je crois que l'État a fait trop d'efforts en termes d'allègement. Quand je me réfère à la dernière expérience, par exemple, au Danemark, où ce n'est pas... vous voyez à peine 4 ou 5 personnes avec le max, si ce ne sont que des voyageurs. Et qu'on vous impose un test Covid à l'aéroport à plus de 170, environ 200 €, vous imaginez un peu tout ce que ça demande en termes de débauche financière. Je crois que bien l'État béninois, c'est progressif. Hein. On avait déjà constaté que par le passé, bien, on ne vous demandait plus de faire les tests. Vous venez avec un test Covid de 72 heures. Oui. Dès que vous descendez, vous ne faites plus le test à destination de Cotonou. Tout ce que le communiqué demande, c'est que bien, vous vous conformez aux dispositions sanitaires du pays vers lequel vous devez quitter le Bénin pour aller par exemple en Égypte, et qu'en Égypte on a besoin d'un tel type de vaccin d'une durée bien précise, c'est que vous conformez aux dispositions de ce pays d'accueil. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui en répondez. Donc, je crois que c'est plutôt en faveur de ceux qui visitent, ceux qui viennent au Bénin, que ces allègements sont les bienvenus. On va aussi les saluer et espérer que les autres États puissent véritablement travailler, parce qu'au moins aujourd'hui, la situation est quand même plus ou moins intéressante sur le terrain. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la suite du communiqué, il est précisé qu'il faut, si les gens ne l'ont pas encore fait, qu'ils aillent se faire vacciner pour éviter les cas graves de la Covid-19. Donc, je crois que c'est une très belle initiative. Oui, voilà. Oui, des mesures allégées, qui mieux que Christian, qui mieux pour nous dire ce qu'ils ont vécu comme tracasserie, parce que je rappelle que depuis que cette crise a commencé, je n'ai pas encore eu le premier sorti du Bénin. Et donc, oui, vous racontez un peu ce que vous avez vécu. C'est vrai que quand j'entends que les gens dépensent beaucoup de sous, à l'aller comme au retour pour faire des tests, je dis non, il vaut mieux que le voyage ne termine pas maintenant. Donc, Dieu merci, le voyage n'est pas intervenu. Maintenant que les mesures sont allégées, c'est sûr que ça va intervenir. Oui, parce que si vous devez voyager avec, j'ai vu des gens se plaindre, hein. Ils voyagent avec toute leur famille, et quand ils viennent au Bénin, ils doivent débourser des sous pour chaque enfant, pour chaque... Non, mais je dis, c'est trop. Je pense que le gouvernement fait bien d'alléger un peu ces mesures-là, pour faciliter le retour, surtout que nous sommes en période de vacances, pour et drainer le grand nombre de touristes également. Au Bercail, les touristes pour d'ailleurs visiter cette statue qui dit de ne pas qui s'énerve contre ceux qui ne pas la filmer. Voilà. Et donc je pense que c'est bien qu'on allège les mesures. Maintenant, il faut souhaiter que ça s'étende à d'autres et souhaiter également que cette pandémie disparaisse totalement. Franchement, pour qu'on retrouve et que très tôt on conjure le sort pour que la variole du singe parce que j'ai comme l'impression que les maladies se sont organisées. L'autre a dit bon, tu pars, moi je viens. Il faut qu'on conjure le mauvais sort. Et qu'aussi il faut voir les beaux corneaux pour qu'on consulte le phare, pour qu'on fasse ci, pour que même les prières aussi. Il faut faire en sorte que, puisque le ministre des Finances, le ministre de la Santé hier est quand même s'est prononcé sur la variole du singe. Il dit que c'est une maladie qui existait, comme on connaissait cette maladie-là. Donc, ce n'est pas une maladie aussi nouvelle que ça. Si on peut faire en sorte que cette maladie soit vite conjurée, qu'on retourne ça là où c'est parti, et n'y avons pour qu'on ait la paix, ce serait bien. Voilà. Merci. De toute façon, il faut continuer à respecter les gestes barrières, comme possibilité hier, à se vacciner, se faire vacciner pour éviter les formes graves de la Covid. Parce que la Covid-19, moi, quand je finis par la caricaturer, c'est... ça a tous les deux maladies avec lesquelles on va être obligé de vivre. Et d'ailleurs, on vit déjà avec cette maladie. Quand vous êtes dans un milieu où vous pensez que le milieu est suspecté et que vous n'êtes pas vacciné, il vaut mieux respecter les gestes barrières. Et si vous êtes vacciné, ce n'est pas aussi embêtant que d'avoir de temps en temps son masque pour éviter quand même de se faire réprimander à certains endroits. Non, je crois qu'il faut le faire tout en conjurant le mauvais sort, tel que demandé par c'est qu'il faut toujours se protéger au cas où c'est important et cette capitale. Maintenant, se faire vacciner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
parce que la durée de vie qui a été donnée aux premiers vaccinés, je crois que c'est déjà arrivé à terme. Nous sommes encore vivants. On a donné 1 an, on a donné 12 mois, on a donné... Moi, je l'ai fait, et je suis encore vivant. Je l'ai fait très tôt. Au tout début. Et j'avoue que j'ai eu cette crainte-là aussi. Vraiment. Bon. Aujourd'hui, vous êtes heureux, vous estimez. On est vivant. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup pour nos échanges plateau de ce jeudi. Eh bien, la suite d'Actu Matin, c'est bien sûr le point de l'actualité. La revue de presse ici présentée par Narcissa Lossé. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 prend encore le devant de l'actualité avec en vedette la polémique autour de la gestion des fonds qui y sont consacrés. Et au sujet de cette polémique, née d'un rapport d'audit publié par la Cour des comptes, le quotidien Matin Libre nous apprend ce matin que l'institution chargée du contrôle de la gestion des finances publiques a actualisé le dit rapport. Polémique autour de la gestion des fonds Covid-19, la Cour des comptes réagit, ajoute le quotidien matinal. Une réaction qui, à en croire le journal, a pris la forme d'un rapport définitif publié depuis hier mercredi. Dans ce rapport transmis au gouvernement et publié par tous les journaux presque ce matin, la haute juridiction financière affirme qu'aucune irrégularité significative n'a été relevée s'agissant des processus et des justifications des opérations de dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Le quotidien La Nation aussi s'invite autour de ce rapport et dresse dans ses colonnes son contenu. Plus loin, le quotidien du service public en fait son gros titre. Gestion des fonds Covid, les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes, pointe La Nation. Ainsi donc, le rapport définitif de la Cour des comptes confirme l'absence d'anomalies dans la gestion des fonds Covid-19, rapporte le quotidien Fraternité pour lequel le gouvernement est dans la transparence. Le journal souligne qu'en initiant l'audit sur la gestion des fonds Covid, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, comme c'est de coutume, a choisi la voie de la clarté, de la sincérité et de la bonne foi dans la gestion des finances publiques. Et parallèlement à cette polémique, l'État a décidé d'alléger des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19. Gestion de Covid-19, les formalités d'entrée au Bénin levées, titre le quotidien Fraternité. Du coup, il n'y a plus de test Covid pour entrer au Bénin, ajoute le quotidien matinal. Une décision qui, selon mes confrères, a été prise en Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi. Ainsi donc, pour la traversée des frontières du Bénin, il n'y a plus de mesures exigées par rapport à la Covid-19. Seulement, rappelle le communiqué du Conseil des ministres, les voyageurs au départ du Bénin devront toujours se conformer aux exigences des pays de destination. De plus, fait remarquer le gouvernement, cette tendance baissière constatée par rapport à cette pandémie
ne dispensent pas de la nécessité de se faire vacciner. Du coup, la vaccination reste de mise, conclut le quotidien Fraternité. Le même journal nous apprend que quelques semaines après l'installation des secrétaires exécutifs des mairies, le gouvernement vient de mettre en place un organe pour les surveiller. Il s'agit, en croire mon confrère, d'une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin. Et les membres ont été nommés à la présidence de la République, précise le journal. Une cellule dont le coordonnateur en nom, Aminou Adjeli Maman, ajoute le Canard de Ménotin. Dans la suite, ce matin, Justice et le journal L'Autre Vision qui nous apprend que les détenus poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État recouvrent désormais leur liberté. Au total, près d'une vingtaine de personnes détenues depuis 2020 ont été libérées mardi dernier, précise le Canard, pour lequel leur libération est l'une des retombées des rencontres cycliques que le chef de l'État a eues ces derniers jours avec ses prédécesseurs au palais de la Marina. Toujours dans la suite, ce matin, le quotidien La Nation nous apprend que les prix de vente du ciment au Bénin sont désormais fixés par commune. Une information que mon confrère dit tenir du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. À en croire Wilfried Léandre Humbedji, cité par le journal, le gouvernement a pris cette décision pour mieux répondre aux préoccupations des populations. Préoccupations qui, a-t-il poursuivi, ont été recueillies lors de la dernière tournée gouvernementale dans le pays. Désormais, chaque commune aura son prix du ciment, a dit le porte-voix de l'exécutif, pour qui c'est la meilleure manière pour mettre fin aux spéculations. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'est tout et ce sera tout pour aujourd'hui sur Actu Matin. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Canal 3 Bénin et nos différents canaux digitaux. Passez une bonne journée du jeudi, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.